Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. On le donne souvent consistentiel à l'existence humaine. Parfois, serait-il même appréhendé à contrario, comme facteur de développement, le conflit. La problématique des conflits en Afrique, comment naissent-ils et comment meurent-ils? C'est ce dont nous allons parler avec deux invités que je vous présente. D'abord, le professeur Kag Sanoussi. Monsieur Sanoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes togolais, malgré votre nom, qui sonne un peu exotique. Mais c'est bien togolais, je vous le confirme, ouais, tout à fait. Vous êtes le président de l'Institut international de gestion des conflits, un institut basé, m'avez-vous dit, en Côte d'Ivoire et en France, à Lille. Tout à fait. Pour faire quoi? Pour travailler sur la gestion des conflits, qu'il s'agit des conflits d'organisation ou des conflits dits holistiques. Il s'agit d'un institut qui forme dans l'enseignement supérieur ou c'est un centre qui donne des séminaires. C'est un centre qui forme, pas seulement dans l'enseignement supérieur, des personnes, toute personne qui veut être édifiée sur les questions de conflit, savoir les régler dans sa structure personnelle, donc en entreprise ou dans un service donné, mais aussi quand il s'agit des conflits étatiques ou des conflits communautaires, des conflits politiques, nous outillons, nous formons et nous accompagnons pour trouver des solutions négociationnelles. C'est ça l'objectif de l'Institut. Et nous avons effectivement, en lien avec l'Université continentale de Libreville, un master que nous avons initié depuis bientôt 2 ans. Franchement, j'aurais, c'est un avis personnel, voulu un centre pour la promotion de la paix plutôt que la gestion des conflits. Ça veut dire que vous aimez les conflits parce que j'aime pas les charognards. Non, mais votre question est très intéressante. C'est un choix bien indiqué parce que vous savez que les conflits existent toujours. Que vous les vouliez ou non. Et dans nos études, nous avons constaté que chacun gère au moins 10 conflits par jour. Donc le conflit, si vous ne le gérez pas, il vous gère. Et quand on gère le conflit, on en parlera, on essaie donc d'aller vers la paix. La paix est une donnée importante. Et donc, dans la paix, les choses qui mettent en difficulté la paix sont des conflits. Et donc, on gère les conflits, mais la finalité, c'est la paix. Et donc, nous partons donc de ce qui peut être un frein à la paix pour travailler sur ce frein et faire en sorte que l'apothéose se fasse jour pour tout le monde. Et c'est l'apothéose de la paix. On découvrira tout ça dans les détails dans un instant. Le temps que je vous présente notre deuxième invité, Salif Tourabi Kamalo, oui. Un autre Togolais. Tout à fait. Malgré son accent. Tout à fait, je suis Togolais. Consultant en gestion de conflits et en politique électorale. Tout à fait, je suis consultant en gestion des conflits et en politique électorale également. Et ce n'est pas ma première fois de passer sur vos plateaux de la télévision pour parler des questions électorales, mais aujourd'hui on se situe sur le terrain de gestion des conflits et nous sommes en mesure de vous expliquer comment est-ce que également dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO, comment est-ce que les mécanismes ont été mis en place pour accompagner les institutions sous-régionales à la résolution des crises que nous avons connues depuis des temps et depuis des siècles également. Comme venait de le dire M. Sanoussi, il faut le reconnaître que la gestion des conflits, il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui est très important et cela vous prépare de conserver la stabilité et la paix dont nous souhaiterons tous aujourd'hui. Donc moi, je suis tout à fait d'avis avec la création de son institut qui pourra nous donner vraiment du moulin à la résolution des conflits sur le continent, non seulement dans les pays qu'il a cités, mais sur l'ensemble du continent africain. Il faut juste ajouter que vous êtes le directeur de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Tout à fait. Alors, on va se jeter à l'eau tout de suite. Monsieur Sanoussi, le conflit, qu'est-ce que c'est? Alors, le conflit, il n'y a pas forcément une définition standardisée. Il n'empêche que nous pensons, nous, et nous constatons qu'il y a conflit quand il y a divergence. Il y a conflit quand il y a une rupture dans une situation antérieure. Il y a conflit quand deux protagonistes, deux personnes ont envie d'une chose et l'un de l'autre. Il y a un conflit quand on a du mal à s'entendre sur un chemin à prendre ensemble. Quand on a des intérêts différents et on a du mal à les converger ensemble. Donc vous voyez que le conflit, sa définition nous permet de mettre une petite souris dans une porte comme 10 éléphants. L'essentiel, c'est de comprendre que le conflit naît quand il y a mésentente, il y a rupture dans une situation antérieure. Et voilà pourquoi sa gestion cause beaucoup de difficultés. Pour nous, voilà ce que c'est le conflit. Mais comme il y a divergence tout le temps, et partout, ça veut dire que, comme on l'a souligné, le conflit est consubstantiel à l'existence humaine, M. Kamalo. Oui, tout à fait. Ce qui venait de le dire, c'est vrai. Lorsqu'il y a les ruptures, vous allez constater qu'il y a ce que nous appelons les ruptures et l'équilibre des forces. Les gens se trouvent en face d'une situation et il faut
les amener à comprendre pourquoi cela se pose, parce qu'il y a un intérêt qui est posé. Et devant cet intérêt, je pense que tout le monde joue une participation qui pouvait être un leader, et l'autre pouvait rester comme un civiliste qui pouvait suivre également ses orientations. Mais lorsque vous êtes en face d'une situation telle que cela se présente, vous êtes en difficulté parce que moi, ma convergence, mon esprit dont je donne à la chose, vous n'êtes pas d'accord à cette position, automatiquement nous allons nous retrouver en face d'une discussion qui, du coup, il faudrait qu'on s'entende à quelque chose. Et lorsqu'il n'y a pas une entente, nous irons vers... Et là, ce n'est pas tout à fait un conflit, c'est une crise. Nous sommes pas quelle est la différence entre crise et conflit? La crise, c'est quelque chose qui, je vais vous dire tout simplement que la crise s'étend comme d'un moment particulier également qui fait l'évolution, qui va vers les conflits. C'est lorsqu'il y a une petite crise, une mésentente entre des individus comme mon confrère et moi, c'est une crise. Nous ne sommes pas encore arrivés à un conflit. Et les conflits également, il y a des degrés des conflits. Il y a des conflits ouverts. Et lorsqu'il y a un conflit ouvert, c'est là que c'est encore plus grave. Pour rapprocher les gens d'un conflit très ouvert, c'est un peu plus compliqué. Il faut mouiller, il faut retrousser les manches pour pouvoir parvenir à mettre les gens sur une table de négociation. Mais la crise, c'est tout. Lorsque vous ne vous attendez pas, une mésentente se crée entre des individus. Vous êtes sur la base d'une crise là-bas. Et à partir du moment où vous êtes sur cette crise, vous avez plus de chances de régler cette crise pour que cette crise-là ne se dégénère pas vers un stade de conflit. Et du coup, ça pouvait vous amener à un conflit ouvert. Donc c'est ça qui nous permet également de vous dire qu'il est important de mettre des mécanismes de prévention des conflits, des crises, pour que nous puissions amortir. Dès qu'on se sent qu'il y a une crise, il y a une mésentente entre une entreprise et une autre entreprise, il faut intervenir et régler pour que cela ne se dégénère pas comme un conflit. On va essentiellement dans la seconde partie évoquer les méthodes de résolution des conflits. Oui, je l'ai ajouté dans la lignée de ce que dit le confrère Kamalo, et c'est pourquoi nous avons une hiérarchie dans la compréhension des choses. Oui, exactement. Vous avez d'abord le risque, vous avez la crise et vous avez le conflit. Le risque, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ce n'est pas sûr que ça arrive. Voilà. Donc, tout le monde, un vivant, risque de mourir un jour. C'est un risque. Et vous avez une construction dans une zone inondable, il y a un risque qu'il puisse y avoir inondation. Donc, quand on parle de risque, ça permet d'avoir de la prévention de la gestion des risques. Et donc, on peut sortir des plans préventifs pour se dire qu'au cas où cette situation, qui peut arriver, mais qui peut ne pas arriver, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Là, nous ne sommes pas en conflit, nous sommes en prévention de risque, mais le risque peut arriver. La crise, comme le dit le confrère, la crise arrive, c'est soudain, c'est un désavantage, mais la crise n'est pas forcément un conflit. La crise peut être résolue là, parce que la crise, quand elle devient durable, elle devient conflit. Le conflit, quand il naît, on le voit, et il a plusieurs statuts. Le professeur le disait, soit vous avez un conflit qui est latent, cela veut dire que ce conflit, on sent qu'il est là, mais on ne le voit pas. Et c'est comme vous êtes dans une classe, le professeur arrive et dit, est-ce que tout va bien? Tout le monde dit tout va bien, mais vous sentez que ça ne va pas. Même chez vous à la maison, vous discutez, vous dites tout va bien, vous dites tout va bien, mais vous sentez que ça ne va pas. Donc il y a une situation qui met les gens dans une indisposition. Vous êtes en période de conflit, mais le conflit n'est pas verbalisé. Vous avez après le conflit dit refoulé. Le conflit refoulé, c'est un conflit quand il est réglé, ou il a cru avoir été réglé, il a été mal réglé. Quand il est mal réglé, soit une partie se sent lésée, donc on se dit, bon, imaginons que vous êtes chef de classe, il y a deux de vos collègues qui se disputent, vous venez, vous rendez justice. Et vous ne prenez pas le temps d'analyser le conflit pour apporter une solution négociationnelle qui permettrait aux deux parties donc, de se satisfaire du résultat, même si chacun perd un peu. Donc l'une des parties se dirait lésée, va se préparer, ruminer sa colère pour revenir plus tard. Donc ce conflit n'est pas réglé, il est refoulé, et nous savons que tout conflit refoulé revient, et malheureusement il revient avec plus de violence, plus d'intensité et plus d'impact. Comme une maladie maltraitée. Comme une maladie maltraitée. Et vous avez le conflit ouvert. On dit quand le conflit est ouvert, on n'a pas besoin de dire qu'il y a conflit parce qu'on le voit, on sait qu'il est là. Voilà, nous avons ces trois niveaux et après tout, nous avons des subtilités dans des typologies de conflits, des conflits dits fonctionnels ou dysfonctionnels. Fonctionnels, c'est-à-dire le conflit qui permet d'aller au mieux. Nous avons, dans nos jargons, nous disons souvent que le conflit n'est pas une fatalité, mais un trait d'union qui peut conduire au meilleur. Donc, un conflit fonctionnel, par exemple, c'est un conflit qui fait que, dans une organisation, vous êtes un chef d'équipe, vous créez l'émulation. Vous êtes chef de rédaction.
Vous avez votre équipe, vous êtes en comité de rédaction. Vous avez à choisir un angle de traitement d'un sujet. Et vos rédacteurs rivalisent d'approche. C'est un conflit, mais un conflit fonctionnel, utile, parce qu'on veut sortir le meilleur de soi. Vous connaissez aussi un journaliste, hein? Non, je ne suis pas journaliste, mais nous avons travaillé sur la formation des journalistes sensibles au conflit. Chacun a son métier, vous savez. Et c'est comme ça que le monde va bien. Vous le décrivez si bien. Donc voilà, ça existe. Et malheureusement, vous avez le conflit dysfonctionnel, qui est un conflit de sentiments, d'émotions. Si je dis à mon confrère, votre argumentation, je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas par rapport à sa personne, c'est peut-être l'argumentation. Mais s'il est en dysfonctionnel, il va penser que c'est parce que je ne l'aime pas. Voilà, nous avons ces catégories et c'est pourquoi on en parlera. Nous pensons, nous, qu'il est important d'être formé pour gérer les conflits, parce que quand on n'est pas formé, on gère les conflits de manière empirique avec ses acquis. Des fois, on réussit et souvent, on réussit. Mais quand on est formé, on se rend plus efficace parce qu'on conscientise des choses qu'on faisait de manière empirique et on leur donne de la valeur ajoutée. Oui, pour finir avec vous, dans la catégorisation des conflits, est-ce qu'il existe des conflits majeurs qui drainent d'autres conflits, qui engendrent d'autres conflits? Est-ce qu'on peut risquer cette classification-là? Oui, nous avons travaillé en posant les deux catégories. Les conflits dits organisationnels ou entrepreneuriaux, c'est les conflits qui peuvent se passer dans une famille, dans une école, dans une entreprise, dans une organisation. Et généralement, ce conflit est circonscrit à ce périmètre-là. Dans le service X, quand il y a un conflit, ce n'est pas par exemple tout le Togo qui est concerné. C'est dans ce service-là. Dans le village et dans telle famille, il y a un conflit, c'est à ce niveau. Et nous avons la deuxième catégorie qu'on appelle le conflit holistique. Dans les conflits holistiques, vous avez les conflits, par exemple, politiques, les conflits religieux, les conflits communautaires. Et donc, ces conflits, imaginons un conflit politique qui est dans la catégorie des conflits holistiques. Vous avez 2 députés à l'Assemblée nationale qui sont en bisbille. Et ces 2 députés, ça devient le conflit du groupe de chacun des députés. Ça peut devenir le conflit entre la majorité et l'opposition. Et ça peut devenir un conflit au sein des partis. Et dans les partis, ça peut aller dans les communautés. Donc nous avons une hiérarchie dans ces conflits. Et ces conflits sont beaucoup plus dévastateurs. Parce que quand ça part d'un endroit, ça peut s'étendre sur l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi nous avons un focus particulier par rapport aux conflits holistiques, sans oublier les conflits dits organisationnels. Monsieur Kamalo? Oui. Avoir les choses de près, mais on doit se former à la gestion des conflits, non? Parce qu'ils se retrouvent finalement partout. Mais c'est la chose la moins enseignée. Comment vous expliquez ce paradoxe? Bon, c'est ça aussi, hein, l'humanité. Il faut reconnaître que les conflits ou les crises existent de tout temps. Et si aujourd'hui nous ne nous impliquons pas davantage à la résolution ou à la quête de résolution à ces situations qui freinent également non seulement le développement de nos États et de nos sociétés, subitement nous allons tomber vraiment dans une situation insaisissable et ingérable. Et avant d'y arriver à ce point, il faut donner l'éclaircissement sur les typologies des conflits. Nous avons l'étiologie des conflits, nous avons la typologie et la symptomatologie des conflits. Donc, dans l'ensemble de toutes ces catégories des crises, vous avez également ce que nous disons ici, la première qui repose sur une rivalité mettant en opposition deux grands partis, parce que ce qu'on venait de dire, mais il y a également ce que nous appelons ici la deuxième qui développe une approche, en somme, une structuralisation des structures. On peut être des chefs d'entreprise et que nous avons des difficultés, on ne se comprenne pas. Mais maintenant, il faut également souligner, enfin, il y a des conflits perçus comme les conséquences des changements survenus dans les activités politiques que venait d'évoquer mon cher frère, M. Zanoussi. Mais pourquoi nous devons ici atteler? C'est d'ailleurs pourquoi je remercie l'initiative de mon frère, parce qu'on ne peut pas s'attendre à mener un monde plus paisible, un monde de stabilité, sans créer les mécanismes qui peuvent nous permettre de gérer les crises et des conflits qui sont toujours à nos portes, qui nous guettent à tout moment. Puisque c'est un esprit d'intérêt qui s'oppose entre des individus aujourd'hui. Lorsque vous faites face à ces intérêts, il y a également des mésententes et des mécontentements également qui se créent. Alors, nous sommes interpellés. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous faites allusion à des institutions sous-régionales sur le continent africain, nous avons 5 sous-régions.
chaque sous-région a pu quand même tisser des mécanismes qui peuvent également les aider à régler leurs difficultés, leurs différends qui s'opposent dans les espaces de l'Afrique. Quand vous prenez le cas de la CEDEAO, depuis très longtemps, nous avons essayé de mettre la prévention des conflits dans l'espace CEDEAO, permettre à ces institutions de suivre également l'évolution des activités politiques de nos États membres et faire en sorte que ça puisse être quand même un frein à ces situations que nous vivons. Et aujourd'hui, on n'en parle pas, qui se dégénèrent d'ailleurs. Et aujourd'hui, les gens ne prennent pas les difficultés des crises qui se naissent également dans les entreprises. Alors, si une entreprise a des difficultés également, du coup, c'est l'économie qui est touchée. Donc, c'est pourquoi l'initiative de M. Zanussi, c'est très salutaire parce que les gens ne considèrent pas. En Afrique, nous avons tendance de dire que sans un conflit, c'est lorsque les gens prennent les armes. Les gens se battent sur quelque chose et là, maintenant, il faut prendre les choses au sérieux. Et si nous voulons construire un monde de stabilité et de développement, il faut que nous ayons à l'esprit de prendre les choses à temps et au sérieux, commençant par la prévention des crises. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui auront la chance d'être formés dans leur institut pourront mener cette armada autour de leurs fonctions au niveau des entreprises pour régler un certain nombre de problèmes dont aujourd'hui l'État n'arrive même pas à gérer et également permettre également à ces gens qui ont eu cette formation de donner leur contribution aux institutions qui en ont tant besoin également. Oui. Mais alors, Kak Sanoussi, pourquoi dans les curricula de formation, la gestion des conflits est souvent absente? Pourquoi elle n'est pas enseignée? Je pense que c'est une erreur collective. Tout à fait. Nous aussi, tout le monde est concerné parce que quand on parle de conflit, souvent on pense que c'est l'autre. Et des fois, nous avons l'expérience où quand on parle de conflit, on dit non, c'est les politiques. Mais non, le conflit, d'abord, et avant d'aller peut-être à la réponse plus précise, il faut d'abord comprendre que la première partie des conflits, c'est le conflit intrapersonnel. C'est-à-dire qu'entre soi, on est tout le temps en conflit. Avant d'arriver sur ce plateau, vous, monsieur le présentateur, vous peut-être discuter entre le costume que vous allez porter, entre la cravate que vous allez prendre, entre le chemin que vous allez prendre. C'est un conflit. C'est le conflit intrapersonnel est fondamental parce que ça conduit à la réaction que vous avez vis-à-vis de l'autre. Si vous me parlez mal, par exemple, ce n'est pas le cas, j'ai le choix de vous répondre mal ou de ne rien dire. Cela veut dire que suite à une situation de je suis en conflit. Et ce conflit intrapersonnel est fondamental parce que ça conditionne comment on avance. Ce n'est pas pour rien que dans nos traditions, on dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. Cela veut dire que quand vous êtes face à une situation, avant d'agir, il faudrait donc se dire qu'est-ce que je fais? Je peux choisir de réagir ou je peux choisir d'agir. Donc ce conflit d'abord, il est intrapersonnel. Ça permet à chacun de comprendre que traiter sur les conflits, c'est d'abord traiter sur soi-même. Donc, le fait qu'on n'a pas ces enseignements, c'est vraiment une erreur fondamentale. Et je pense que les modes correctifs sont en cours. Et il y a d'autres acteurs. Parce que nous pensons que quand on est formé à la gestion des conflits, on est formé sur beaucoup de choses. Sur le développement personnel, sur la communication, sur la gestion, sur l'organisation. Le conflit est inhérent à toute activité. Et nous pensons qu'il faut avoir ces rudiments pour être beaucoup plus à l'aise et être dans la performance. Et c'est en même temps un processus d'innovation, de déruption. Voilà pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, là où on n'avait pas des cours en termes de gestion de conflits, il faut les amener, même à l'école primaire, sensibiliser les jeunes à l'approche négociationnelle plutôt qu'à la bagarre. Et les foyers, qu'allons-nous faire des hommes et des femmes qui sont en conflit en permanence tous les jours, mais qui n'ont pas de mécanisme, qui n'ont pas appris à gérer ces conflits? En fait, chacun gère. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons au moins, dans nos études en tout cas, nous gérons au moins 10 conflits par jour. Cela veut dire que sans être formés, nous les gérons quand même. Tout à fait. Donc cela veut dire que quand on va en formation, parfois les formations en gestion de conflits, on n'apporte rien de particulier. On part de l'existence. Moi, je me souviens d'une expérience en Côte d'Ivoire où le nom de la personne est un élément de gestion de conflit. C'est-à-dire que son nom veut dire qu'un caïman qui est dans une marmite. Un caïman dans une marmite. Quand vous travaillez sur ça, cela veut dire qu'il y a une capacité d'adaptation. Cela veut dire qu'un caïman qui est dans une marmite est toujours caïman. Donc, il y a des symboliques qui envoient que quand on va en formation, on met en avant un certain nombre d'acquis que nous avons déjà. Dans les couples, c'est pareil. Donc, il faut apprendre
à être formés, parce que quand on est dans un couple, on est dans une activité ici ou là, et nous, dans notre idée, c'est qu'il puisse y avoir beaucoup d'instituts comme les nôtres, ou des relais sur le terrain pour faire en sorte que, dans des programmes même scolaires, on puisse avoir des modules de sensibilisation à la prévention et à la gestion des conflits, pour favoriser les postures de dialogue plutôt que des conflits conflictuels. Est-ce que le conflit est un art ou une science? Ça me rappelle une épreuve de psychologie qu'on m'a faite en première année. Peut-on dire que tout homme est psychologue? Peut-on dire que tout homme est un gestionnaire de conflit? Est-ce qu'on peut l'apprendre ou naturellement on est né pour gérer les conflits? Effectivement, je pourrais dire tout simplement que nous sommes nés pour gérer les situations, les conflits. Quand vous commencez à partir de votre environnement, à partir de votre entourage, commençant par ta famille, ta propre petite famille, tu gères et tu règles certaines situations. C'est à partir de là que M. Zanoussou voulait vous en venir. Effectivement, ce que nous faisons sur le terrain aujourd'hui, c'est pour le renforcement de ces capacités. Puisque même si vous n'êtes même pas un gestionnaire des résolutions des crises, mais effectivement, vous gérez tout de même une famille dans laquelle vous avez un rôle à jouer. Mais à votre manière, est-ce qu'il n'y a pas une méthode codifiée, un savoir-faire éprouvé? Bon, vous savez que c'est là que vous avez posé, peut-être qu'on en arrivera à ce point lorsque vous parlez de gestion des situations l'arbre à palabre dans nos cultures, dans nos traditions. Bien avant vraiment les mécanismes modernes aujourd'hui, les parents géraient des difficultés au sein des villages, au sein des communautés. Quels a été également les mécanismes sur lesquels ils sont tablés. Donc c'est les mêmes mécanismes qui ont conduit aujourd'hui à gérer des difficultés au sein de nos foyers, au sein de nos petites familles. Mais maintenant le monde a voulu que nous prenions les choses dans leur globalité, dans leur généralité. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous sommes posés des questions, s'il n'était pas question de faire en sorte que nous puissions quand même faire que les gens puissent être formés, avoir une notion de gestion, parce qu'il y a des lacunes. Lorsque vous gérez des difficultés au sein de ta famille, vous n'avez pas une formation, vous les gérez à votre manière, mais si vous êtes encore plus formé, vous avez également des éléments possibles de gérer plus ou moins les difficultés et faire fonctionner également votre foyer. Oui. Donc c'est pourquoi la formation et le renforcement de ces capacités à toutes les échelles serait vraiment bienvenu dans la gestion de ce que nous appelons des conflits. Pourquoi vous parlez de gestion de conflits tout le temps? Pourquoi pas résolution des conflits? Avez-vous peur de résoudre les conflits? Mais non, ça c'est un choix au niveau de notre institut parce qu'on a travaillé un peu sur la question. Nous pensons que nous sommes obligés de gérer toujours les conflits. Parce que quand on ne gère pas le conflit, c'est le conflit qui vous gère. Tout à fait. La résolution de conflit, c'est la finalité. Gérer un conflit, des fois, on ne sait pas si on le résout ou pas. Ce dont nous avons l'obligation, c'est juste. C'est comme un médecin a l'obligation de vous soigner. Mais ce n'est pas écrit nulle part qu'il a l'obligation de vous guérir. Il a l'obligation de vous soigner. En tant qu'acteur, j'ai l'obligation de gérer tout conflit. Amadou Ampatepa disait qu'il n'y a pas de petite bagarre. Il n'y a pas de petit conflit. Parce qu'un petit conflit peut devenir un conflit grand. Donc, je dois gérer le conflit. Maintenant, je peux avoir la chance d'arriver à le résoudre totalement, partiellement. Et donc, cette finalité-là est une quête. Mais ce qui est obligatoire, ce sur quoi nous insistons pour que chacun soit outillé, c'est de gérer le conflit. Quand on le gère, en tout cas, on a l'expérience qu'un conflit qui est géré, on bouge un peu toujours. Parce que nous préférons des gens qui bougent peut-être pas bien, que des gens qui ne bougent pas du tout. Voilà pourquoi nous préférons le vocable de gestion de conflit que le vocable de résolution. Pas que nous sommes contre la résolution, mais c'est une étape à atteindre et il faut commencer par gérer avant de résoudre. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ce que vous venez de dire, c'est vrai, et je voulais appuyer sur son intervention. La gestion des conflits, comme il venait de le définir, c'est normal parce que c'est un premier palier. Lorsqu'il y a un problème, il faut faire face au béaba. C'est ça qui est primordial. Lorsque vous gérez, vous allez parvenir à régler le problème. Vous le gérez pour tomber sur le résultat de la résolution de cette crise. Évidemment, on n'a pas écarté ça. Quand on vous parle de la gestion d'une situation, c'est pour parvenir à la régler. Donc, je pense que c'est une chaîne de travail qui se pose, puisque pour arriver à la gestion, d'abord, il y a des conceptions, il y a des perceptions qu'il faut monter avant d'en arriver à la résolution, puisque
il y a beaucoup de choses qu'il faut mener sur le terrain. Il faut prendre les contacts. Au-delà des contacts, il faut revisiter également les propos que les gens vous donnent comme information. Il faut être outillé, être informé, d'être pouvoir disponible pour pouvoir écouter les gens. Donc c'est toute une stratégie que vous allez mettre au premier point avant de pouvoir songer à régler le problème. Il faut avoir tous les atouts, tous les éléments, tous les mobiles qui causent la crise avant d'en arriver à la résolution. C'est à partir de cette gestion que vous pouvez quand même dépister les pistes qui peuvent vous amener à la résolution. Donc si aucun paramètre n'a pas été écarté. Je pense que dans cette manière de gérer la crise, c'est pour parvenir à la régler, à la résoudre également. Permettez pour qu'on puisse se compléter, comme dit mon confrère, il a tout à fait raison. Parce que dans la gestion, des fois, ce n'est pas vous qui allez résoudre le conflit. Quand je gère un conflit, quand je rassemble les éléments, je peux m'apercevoir que par rapport à ce conflit, je fais appel à un tiers. Tout à fait. Je vous donne l'exemple de journaliste dans votre rédaction. Vous êtes obligé de gérer le conflit, mais vous n'avez peut-être pas les moyens pour le résoudre. Pour le résoudre, vous faites appel à un tiers. Donc la gestion, c'est l'élément fondamental de rassembler les éléments, de voir comment je peux faire, identifier les forces et les faiblesses. Et à un moment donné, on parvient à gérer et là, on est satisfait. Gérer les conflits, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une stratégie à développer? Autrement dit, faut-il apprendre forcément à gérer les conflits pour pouvoir y arriver? C'est pas une question simple. Moi, ce que je sais, c'est que quand on est épris par la paix, tout à fait. Quand on est contre l'injustice, quand on a envie que donc il y a davantage de cohésion sociale, d'harmonie, et donc on cherche à avoir des situations d'équilibre. Donc on œuvre pour des approches négociationnelles, on œuvre pour le travail sur des compromis. Parce qu'il vaut mieux que les partis puissent avoir 40-60, 50-50, plutôt que 95 et 5. Parce que là, 95 et 5, il y a un conflit latent, refoulé, qui revient toujours parce qu'on crée de l'insatisfaction. Alors, quand on est porté sur ça, oui, on a envie de gérer les conflits. Non pas parce que c'est un plaisir particulier, mais parce que ça fait partie de la vie. Et si nous faisons pas ça, c'est mieux de vivre en harmonie que de vivre en chien de faïence. Et quand vous êtes dans une équipe et qu'il y a un conflit permanent, ça agit sur la performance, ça agit sur la santé, ça agit sur l'économie, ça agit sur l'environnement. Donc le conflit a des conséquences catastrophiques. Donc face à ces conséquences, comme dans une famille, dans un couple, si avec votre épouse ou votre mari, vous êtes en conflit pendant une semaine, vous ne vous parlez pas, regardez l'état de la famille. Ce sont des conséquences. Et donc, pareil, à tous les niveaux, la famille de 2-3 personnes jusqu'au niveau étatique. Un conflit ne peut pas rester là en permanence. Il faut le gérer. Parce que quand on ne le gère pas, il produit des conséquences néfastes. Et les conséquences néfastes peuvent conduire à des dangers majeurs. Voilà pourquoi certains, comme nous ou d'autres, sont intéressés, ont cette envie de travailler sur la gestion de ces conflits afin qu'on puisse retrouver des situations beaucoup plus harmonieuses et pour un meilleur vivre pour chaque citoyen. Oui, mais ma question, est-ce qu'il faut forcément être formé pour y arriver? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut forcément, mais moi, je milite pour que les gens soient formés. Pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire spécifique. Il y a un savoir-faire spécifique. Tout à fait. Je l'ai peut-être fait compléter, il y a un savoir-faire spécifique. Quand nous avons pas une méthode qu'on appelle la méthode SORA, les journalistes formés au Togo, aujourd'hui, tous vont vous dire, si tu ne sais pas, tu sauras. Et donc, c'est le titre que chacun a retenu. La méthode SORA, c'est une méthode de gestion de conflits, mais c'est une méthode qu'on appelle SORA, que quelqu'un peut appeler autrement. Ce sont des bases. Quand on a ces bases... Qu'est-ce que c'est au fond? Méthode SORA, c'est une méthode qui veut dire situer, observer, réfléchir, agir. C'est une méthode de base. Quand vous situez un problème, cela veut dire que je rentre dans une classe, j'entends un brouhaha. Mais donc, je dois savoir qui sont concernés. C'est A et B. C'est Kofi et Abla. Ce n'est pas Komi et Yao. Ça l'est anodin, mais c'est important. Je dois identifier les premiers acteurs concernés. Ça, c'est la situation. Dans la situation, je dois savoir qui. Abla, c'est qui? Kofi, c'est qui? Donc, je situe, vous savoir les personnes concernées. Après, j'observe. Dans l'observation, je vois ce que je ne vois pas. Ça peut paraître bizarre, mais je vois ce que je ne vois pas. Si A et B sont en conflit, j'essaie de voir qui est derrière A et B. Qui a un intérêt pour que A et B soient en conflit. Parce que si je ne fais pas ça, je peux les séparer, le conflit va reprendre. Cela veut dire que je n'ai pas travaillé sur les sources, je n'ai pas travaillé sur les intérêts cachés, je n'ai pas travaillé sur les acteurs cachés. Donc,
l'observation me permet d'avoir un certain nombre de paramètres. Et parce que des fois, à l'observation, je n'ai pas tout. Mon confrère Kamalo, si nous sommes dans une situation donnée, dans l'observation, je peux requérir son expertise. Parce que je n'ai pas la compréhension de toute la situation et son expertise me permet de mieux comprendre la situation. Donc quand j'ai bien observé, cela veut dire que j'ai les éléments. La phase de réflexion me permet de mettre en face les méthodes techniques que je peux mettre en application. Nous avons différents outils. La roue du conflit, le pentagone, le jeu en trois, la méthode Sora et bien d'autres. La technique de la terre brûlée. Donc vous avez X méthodes. Et je dis, qu'est-ce que je fais ? Quand je fais ça, je dis, est-ce que c'est moi qui dois répondre ou est-ce que je vais aller chercher une autre personne qui va répondre? Dans la réflexion, j'ordonnance mon mode opératoire. Et une fois que je fais ça, j'agis. L'idée de cette méthode, c'est d'éviter de réagir, mais d'agir. Parce que quand nous réagissons, il nous manque souvent de temps de réflexion. Et la plupart du temps, nous tous, nous sommes à 99% de temps à réagir quand une situation arrive. Et la méthode Sora, quand on part en formation, permet dorénavant de prendre le temps de réfléchir, de poser des questions, de se dire est-ce que je vais ou je ne vais pas. Et quand je finis de faire ça, je commence à agir. Même quand je me trompe avec, je dirais, science. Et je sais où je me suis trompé et je pourrais me corriger pour être plus efficace pour la fois suivante. M. Kamalo. Merci bien de votre brillante intervention. Et vous avez posé une question à laquelle vous attendez un droit de réponse et par rapport aux engagements dans les résolutions des conflits. Vous savez, depuis longtemps, quand vous avez posé cette question, cette matière n'était pas impliquée dans notre pédagogie, dans nos universités, dans nos écoles, même y compris aux primaires. Mais c'est au fil des temps que nous avons compris qu'il y a des difficultés. Et ces difficultés ont commencé à trouver des résolutions à partir de certaines personnalités qu'on appelle les sages. Quand vous remontez au niveau de l'Union africaine, on a mis un collège des sages qui gère la situation en Afrique. Mais lorsque nous sommes rendus à l'évidence qu'il était question de mettre des institutions pour pouvoir embrasser ce domaine, c'est là aujourd'hui les intellectuels comme mon frère qui venait de créer son institut voyaient l'importance de créer et former les gens. C'est une matière, c'est un domaine très sensible et très délicat. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain que vous êtes un facilitateur ou un médiateur ou un conciliateur. C'est un domaine très, très, très délicat à tel point qu'il faut avoir un peu d'expérience de la gestion de la chose humaine avant d'y s'engager sur le terrain parce que c'est un terrain tout à fait glissant à tel point que si vous n'avez pas une volonté de s'informer, une volonté d'écoute, une disponibilité, vous ne pouvez pas gérer une situation. Vous allez prendre un exemple terre à terre entre des époux, un foyer, c'est-à-dire le monsieur et sa femme. Lorsque vous les rencontrez dans un premier temps et ils se présentent à vous, vous allez voir leurs déclarations et si vous n'avez pas le courage, peut-être du côté de la femme ou du monsieur, vous ne pouvez pas vouloir vous engager. Donc il faut quelqu'un qui est quand même mature, qui a une certaine probité morale disponible, d'écouter les belligérants pour pouvoir analyser et dire avec les choses dans des bonnes choses. C'est pourquoi au moment des négociations, il n'est pas sensible que cette personnalité, ce personnage, lui seul peut quand même dénouer la crise. Il fait appel, comme venait de le dire M. Zanoussi, le docteur Zanoussi, il fait appel le professeur Zanoussi, il fait appel à d'autres ressources humaines qui peuvent venir l'accompagner dans la quête de cette résolution. Il faut avoir l'attitude, le comportement. Quel serait le comportement de celui qui est pressenti régler une crise? Quelle est sa manière de gérer la crise? Comment il perçoit la crise? C'est là le problème fondamental. C'est pourquoi en Afrique, nous ne faisons que déplacer leurs problèmes, les crises, sans pouvoir les régler. Parce que le problème pose sur l'identité de la personne qui se permet de dire qu'il est facilitateur. Donc ce n'est pas un métier qui est totalement aisé. C'est toute une difficulté qui est posée. Et maintenant, il faut assez de temps pour écouter, avoir des informations claires et disponibles et être accessible à tous les niveaux, avoir une grande écoute à toutes les échelles pour pouvoir orienter vraiment cette gestion. Donc, en fait, pour s'engager dans la résolution des conflits, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et automatiquement, vous avez besoin d'avoir les mécanismes, les outils de gestion des crises. Il faut en avoir. Et également, il faut être formé. Et il faut être discret également. Vous ne pouvez pas prétendre gérer une crise, puisque les crises, c'est vraiment très catégoriel. Donc, il y a des crises, surtout sur le plan des territoires de nos États. Quand je prends l'exemple du territoire de Bakassi, du Cameroun et du Nigeria, tous ceux qui se sont impliqués dans cette résolution, il faut avoir une discrétion.
Au-delà même de ces paramètres, les crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire, pour les gérer également, ce n'est pas permis à tout et chacun. Mais vous allez comprendre que c'est maintenant que les Africains sont en train de s'ouvrir les yeux. Et souvent, quand les crises arrivent en Afrique, on a tendance de faire appel à ceux qui vivent à l'étranger, tels que les Occidentaux, de venir nous régler, alors que cela n'emprunte pas une maîtrise par les spécificités réelles de nos communautés et de nos États. Il va falloir que nous-mêmes qui sommes sur le terrain, nous-mêmes les Africains, nous puissions nous investir pleinement dans ces résolutions et commençant à faire en sorte que nous puissions s'inscrire dans la formation. Oui. Comment gérer une crise, ce n'est pas au jour ou au lendemain que vous allez vous porter un manteau, que vous êtes un facilitateur. Nous l'avons fait dans l'espace CEDEAO comme dans l'espace de l'Union africaine. On donne cette gestion aux chefs d'État africains qui en ont déjà eu l'expérience. Justement, c'est la question suivante que je vous ai posée. Oui. Est-ce que quand on est chef, on n'est pas naturellement outillé pour gérer les conflits? Le chef, le patron, quand vous êtes nanti d'une autorité, que ce soit politique ou coutumière, est-ce que ça ne suffit pas pour gérer le conflit? Non, si vous êtes chef, ça ne suffit pas simplement d'être un facilitateur ou un gestionnaire des conflits. Il faut être un chef qui a une vision d'impartialité, un chef qui sait répondre, qui sait mettre, qui peut être à la limite, au beau milieu des choses. Il ne faut pas prendre parti, parce que le grand problème que nous vivons en Afrique, c'est l'impartialité dans la résolution des crises qui pose des problèmes aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes un chef d'État, vous êtes un ancien président, que vous avez tout l'armada pour régler une situation. Et d'abord, pour que vous partez en mission de négociation ou de résolution de conflit, il faut que vous, qui va porter ce manteau, on puisse lire votre probité morale, votre degré d'impartialité dans la résolution de la situation. Parce que vous ne pouvez pas prétendre être le juge et déjà, toi, tu as déjà ta partie que toi, tu soutiennes. Donc, cela cause un problème. Et ce qui pourra nous amener à éviter ces incohérences et ces incompétences dans la résolution des crises en Afrique, c'est la formation. Et nous aurons des documents nécessaires pour mettre à leur disposition, pour les permettre que, même si vous avez été chef d'État pour gérer un État, mais la résolution d'une crise nécessite également des conseils et des formations pour pouvoir alimenter votre argumentation et votre sagesse qui vous a conduit à gérer votre pays. Alors, Katsanusi, est-ce que l'autorité n'est pas la compétence majeure pour gérer les conflits? Non, malheureusement, mais ça peut aider. Tout à fait, tout à fait. C'est important parce que, ce que dit mon confrère, quand on nomme les présidents pour aller gérer des conflits ou être facilitateur, ce n'est pas dans un premier temps par rapport à la technicité, des méthodes de gestion de conflits. C'est par rapport à l'autorité qu'ils incarnent. Et aussi à la sagesse à travers laquelle ils peuvent s'entourer des gens qui sont experts sur la question, des gens qui sauront le dire, attendez, chef, là, vous ne devez pas. De ce camp, vous devez garder un peu de distance. C'est en cela où, quand on prend les chefs d'État, on espère, en tout cas, qu'ils s'entourent d'une équipe qui ont ce rudiment en eux, ce background qui leur permet donc d'aller plus en avant. Ils sont sans doute beaucoup plus efficaces. Parce que dans tous les cas, chacun se fait entourer. Mais quand vous êtes entouré, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes chef. Et les conseillers, ce sont que des conseillers, c'est vous qui décidez. Si vous n'avez pas de la matière en vous, en préalable, ben les conseillers peuvent des fois parler, vous n'êtes pas accessible. Vous ne pouvez pas comprendre certaines nuances. Voilà pourquoi il faut prendre sensibiliser. C'est des gens qui n'ont pas de temps, mais c'est des modules de sensibilisation de quelques heures qui permettent des gens de se dire, ok, je suis... Parce que, de toute la façon, la formation, à tout âge, on se forme. À tout âge, on apprend. Et je pense que dans ce domaine, on n'a jamais fini d'apprendre pour s'étoffer, pour être encore plus performant. Donc, il est dangereux d'être chef de village, chef d'entreprise. Je ne veux même pas dire chef d'État, sans être formé à ces choses, la gestion des conflits. C'est hasardeux, non? Non, c'est-à-dire que la formation en gestion des conflits n'est pas l'alpha et l'oméga, dans lesquels les gens ont appris. Vous avez fait de la sociologie, vous avez fait de la psychologie, vous avez fait des sciences humaines, vous avez fait de l'instruction civique, vous avez une culture religieuse. Donc, il y a des choses qui vous donnent quand même des rudiments pour gérer avec ça. Formation spécifique en gestion de conflits. Et pourtant, on parlera par exemple de l'intelligence négociationnelle. Pourquoi on a créé ce concept? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un dans un village qui n'a jamais mis pied à l'école, mais sa capacité de gérer ou
est 1000 fois meilleur que quelqu'un qui est bardé de X doctorat. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas trop idéaliser le fait qu'on dit formation en gestion de conflits. Nous avons dans nos traditions des éléments. Je ne milite pas contre mon institut, au contraire. C'est pour montrer que quand on forme, on est performant, mais quand on n'est pas formé, il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui n'existait. Nous avons des choses en Afrique ou dans d'autres continents qui ont permis à des nations tout entières de gérer les conflits. Et je finis juste en disant que, souvenez-vous, dans les villages, quand un conflit était censé régler, il est réglé. Souvent, il ne revenait plus. Tout à fait. Parce que nous avons des codifications qui font que vous êtes obligés. Quand on dit le conflit est réglé, il est réglé. Mais de nos jours, dans la modernité des choses, le même conflit, mais c'est le mythe de Sisyphe, on le règle, et il revient sans cesse. Donc c'est pour dire qu'on a perdu aussi un peu de la mise en œuvre des pratiques, je dirais, traditionnelles que nous avons avant, qui nous permettaient dans les villages d'être carrés dans la gestion des conflits. Oui. On abordera cette question largement pour la deuxième partie. Où est passé notre palabre en Afrique? Oui, souvent aujourd'hui, il faut le reconnaître que les chefs traditionnels ne sont pas impliqués dans la gestion des résolutions des conflits sur le plan national. Ils sont restés dans leur cadre. Mais sur le plan local, arrivent-ils à régler les problèmes? Oui, ils arrivent à régler les problèmes si le politique ne s'immisce pas dans la résolution des conflits ou des crises au sein des localités où gouvernent ces chefs. Parce que le chef est en train de régler une situation, il va prendre une décision ou alors une orientation de son ministre de l'administration territoriale d'où lui émane. C'est ça qui cause le problème. Alors, les nationaux de résoudre les problèmes. Vous connaissez le cousinage à plaisanterie existait dans nos États. Et comment est-ce que les vieux, ils n'ont pas été à l'école, ils arrivaient à régler les problèmes tels qu'ils venaient de dire M. Zanoussi, le docteur et professeur Zanoussi? Définitivement. C'est parce qu'il y a une certaine confiance à ces chefs. Il y a une certaine neutralité à ces chefs. Il y a une certaine, comment est-ce que je pourrais dire, comment qualifier ça? Il y a une certaine discrétion à ces chefs. Vous ne pouvez pas être un facilitateur ou un médiateur sans que vous ne soyez pas dans une forme de discrétion. Et ces chefs de village, ces chefs coutumiers ont eu le mérite de les en avoir. C'est ce qui les a permis aujourd'hui. Mais maintenant, pourquoi ils échouent dans la résolution des crises? Parce que d'abord, dans un premier temps, ils ne sont pas associés. Et deuxième plan également, ça semble prendre que bon, c'est l'administration qui peut régler le problème. Vous savez, tout ce que le Togo a connu comme la crise aujourd'hui, que ce soit les crises politiques, les chefs pouvaient même également s'impliquer sans en solliciter d'autres personnalités du continent africain. Les gens peuvent s'associer et régler. Mais quelle place qu'on leur donne, ces chefs traditionnels, dans les résolutions des crises dans nos États aujourd'hui? C'est ça qui cause le problème. Ce n'est pas seulement sur le cas du Togo. J'ai fait presque 34 pays en Afrique. C'est les mêmes problèmes qui se posent. Lorsque la crise naît, les crises naissent dans les villages ou dans les localités un peu isolées de l'administration. Quand vous prenez la crise entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est dans l'arrière-plan du pays. Mais le chef du village est plus proche, le préfet est plus proche. Mais quelle est la place que donnent ces autorités? Le préfet donne au chef de village de contribuer à la résolution de la crise. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si cela n'a pas été pris à temps et au sérieux, nous en arriverons à une crise, à un conflit ouvert et subitement nous tombons à un conflit armé. Donc, voyez-vous, pour pouvoir régler nos situations aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes sorti de l'université de Sorbonne que vous pouvez régler une crise. Vous pouvez être un chef de village qui n'a même pas été à l'école, comme venait de dire mon confrère le professeur. Vous pouvez être au cœur. Et ça, aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire doit répertorier les chefs qui ont cette probité morale si nous voulons quand même asseoir une société de paix, une société de développement. Donc je pense que tout le monde peut contribuer à cet édifice de résolution des conflits, mais sauf qu'aujourd'hui, à l'heure où nous en sommes avec l'évolution du monde, on a besoin d'avoir des mécanismes, des outils pour pouvoir maîtriser la situation. Et professeur Sanoussi, dans nos sociétés traditionnelles, il existait beaucoup d'outils, beaucoup de mécanismes pour régler efficacement les conflits. Est-ce que ces outils, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez inventoriés? Est-ce qu'ils sont en opposition, en désaccord avec les outils modernes que vous vous enseignez dans votre institut? Non, on n'a pas encore tout inventorié, mais on s'en sert énormément.
Et nous, la plupart des techniques que nous avons inventées ou retravaillées partent beaucoup de la tradition africaine. Tout à fait. Des proverbes, des anecdotes, et les symboles existants. Et donc, on part de ça. On dit chez nous, pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Mais quand vous partez sur ça, on fait un séminaire de formation pour se coucher, pour d'abord s'asseoir. Mais essayez ce soir, chaque personne qui nous écoute n'a qu'à essayer. Si on ne se couche pas, on ne peut pas s'asseoir, ce n'est pas possible. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Donc cela veut dire que c'est une sagesse africaine que nous avons maintenant mis en outil moderne en termes de gestion de conflits. Cela veut dire que les préalables pour gérer un conflit sont nécessaires. Cela veut dire que je dois faire la méthode SORA. Je dois situer, je dois observer, je dois réfléchir et seulement après, je vais agir. Et ça, c'est la tradition africaine qui nous permet. Nos outils dans l'arbre à palabre. Dans l'arbre à palabre, vous savez par exemple, nous, on a fait une formation aux États-Unis avec les Amérindiens. Ils ont une technique qu'ils appellent la technique du bâton. La technique du cercle. Et nous, on était un peu initiés. Et la technique du bâton, en fait, c'est des choses qu'on fait en Afrique. Mais quand il y a un problème dans certaines communautés, les gens sont réunis. Et il y a le bâton qui est mis là. Donc on parle, c'est-à-dire qu'on verbalise. Celui qui est un guide, celui qui tient le bâton parle. Mais quand le problème n'est pas résolu, le lendemain, on laisse le bâton là, tout le monde va à ses occupations. Et c'est comme si le problème est suspendu. Imaginons que vous et moi, nous étions en conflit. Si le problème n'est pas résolu, le lendemain, quand on se voit, on fait comme si de rien n'était, on vit normalement. Parce qu'il y a des codes qui permettent de faire ça. Le premier qui va transgresser cette loi est puni par la communauté. Ça, c'est des pratiques qu'on a. C'est-à-dire qu'on prend la communauté qui devient le facteur de régulation des conflits. Et dans nos traditions, dans beaucoup de villages, on avait ça. Vous ne pouvez pas vous mettre en marge de la communauté. Les blagues, les plaisanteries à cousulerie. Au Togo, on n'en a pas, entre pas dans les Koutokoulés, les Moba. Et les gens du Burkina Faso. Ils ne peuvent pas se faire la guerre. Les Goumaché. Les Goumaché, les Wawa et autres. Mais c'est des choses dans beaucoup de communautés. Vous allez au Tchad, vous avez entre les communautés, vous avez au Cameroun, vous avez en Centrafrique. Ça permettait de ne jamais se déclarer la guerre entre les communautés. Les gens pouvaient s'insulter de toutes les insultes, mais ça arrête dans l'amusement. Et ça, aujourd'hui, dans la chanson aussi, les Washi, les hackers, etc. Je voulais ajouter quelque chose qui est très intéressant. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que les méthodes qu'utilisaient les chefs de village, je pense que dans la confection des documents aujourd'hui que la CEDEAO utilise, une grande partie a été prise en compte. Sauf que les gens n'ont pas une volonté d'aller à la résolution directe de la situation. Pourquoi vous allez le dire? Ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas les moyens. Non, ils n'ont pas la volonté. Lorsque vous avez pu définir la nature du conflit, et ça les chefs de village le faisaient, vous avez identifié les acteurs du conflit, cherché à connaître l'origine et les causes réelles du conflit. Les chefs du village le faisaient, c'est parce qu'en ce moment, ils délèguent également ses disciples. Ils les envoient dans les villages, ils rencontrent les gens. Et aujourd'hui, sur le terrain des résolutions ou de la prévention des conflits, vous allez à la collecte de l'information sur le terrain. Moi, j'y étais en 2007 lorsque, au nord du Niger, il y avait une rébellion qui s'opposait. Je suis allé au nord du Mali, à Kidal, lorsque, en 2007, cette rébellion naissait. J'ai fait ces collectes d'informations. Je suis revenu à la cellule de prévention des conflits au niveau du Burkina Faso. Et ça, c'est la CEDEAO qui avait mis ça sur place. Ils avaient tous les éléments. Quand vous avez toutes les informations, la collecte a été bien posée, bien faite. Vous avez les éléments d'information. C'est de donner à la chose la volonté réelle de régler la situation. Mais aujourd'hui, dans la pratique moderne, vous allez se sentir que les gens ont toutes ces informations, mais lorsqu'un facilitateur vient maintenant, il a déjà une vision, une partie prise. C'est pourquoi on ne fait que déplacer les situations à une place donnée. Alors, quelle est cette main invisible qui empêche de régler efficacement les problèmes en Afrique? Et d'ailleurs, pourquoi l'Afrique est-elle criblée de crises? Le nombre de conflits en Afrique est-il révélateur des maux des sociétés africaines? On va en parler au cours de la seconde partie, juste après une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. A tout de suite. Je peux.